Bonjour tout le monde. Bonjour Pierre Bon. Bonjour Charlène. Il est 13h30, 13h31 même. Bienvenue si vous nous rejoignez pour ce nouveau webinaire, pour notre fidèle rendez-vous de 13h30. Aujourd'hui, nous allons parler de LinkedIn avec Pierre Bon pour la deuxième fois. C'est un deuxième rendez-vous. Vous le savez, on attend généralement jusqu'à 13h33 avant de commencer. Je vous laisse rentrer progressivement dans la salle. Cette série de webinaires est un succès et particulièrement les webinaires animés par Pierre Bon autour de LinkedIn. Nous avons aujourd'hui plus de 360 inscrits. Donc nous sommes très contents du succès remporté. Ce qui complique en revanche la gestion des échanges et la gestion du chat. C'est compliqué en effet, vous vous en doutez, de relayer toutes vos questions, c'est impossible, mais voilà, de suivre et de relayer un maximum de questions, c'est pas évident, on va essayer de faire de notre mieux. Pour ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois, je vous rappelle les règles du jeu. Vos micros sont fermés, c'est normal, c'est un chat privé. Je suis la seule, en tant qu'organisatrice, à voir les questions et je me fais le relais de vos questions auprès de notre intervenant. Voilà, en effet, vous pouvez, comme Philippe dans le chat, nous dire si le son, si l'image, si tout est OK. On a fait quelques ajustements, Pierre Bon a fait quelques ajustements de son côté. On espère que le son sera meilleur que la dernière fois. Pas de raison, le son, l'image, OK. Tout est OK a priori. Parfait. On va atteindre les 200 participants et puis on va se laisser encore une minute et puis nous allons commencer. Vous êtes très nombreux. Merci pour tous vos commentaires sympathiques dans le chat. Allez. Oui, vous aurez bien la présentation par email par la suite. C'est déjà la question qu'on nous pose avant de commencer. Vous avez raison de me la poser. J'allais le rappeler dès qu'on commence. C'est prévu. C'est prévu. Je ne pourrai pas assister à la totalité du webinaire. Bien évidemment, il y aura un replay. Nous enregistrons ce webinaire et nous le diffusons ensuite sur notre chaîne YouTube. Généralement, je mets ça en ligne en fin de journée, le temps de chargement. Dès demain matin, le webinaire sera en ligne. Un très bon intervenant, nous dit Eric, Muriel. Voilà, Merci Eric, merci Muriel. Ravi d'être là, nous dit Franck, et ravi de vous retrouver de notre côté. Allez, il est 13h34. C'est normal que je ne vois pas les questions, Mathilde. Oui, c'est normal. C'est un chat fermé. Donc, je suis la seule à voir les questions que vous posez et je les relais à notre intervenant de ce jour. OK, je vous propose de commencer. Je recommence les présentations. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Charlène de la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne et je suis ravie de vous accueillir pour ce 12e webinaire en live comme d'habitude à 13h30 comme toujours. Il s'inscrit donc dans le cadre de l'accompagnement des chefs d'entreprise que nous avons intitulé « Dirigeants, préparer la reprise ». Aujourd'hui, j'accueille donc Pierre Bon. Vous êtes le président d'Infacto, agence de marketing digital et pragmatique. C'est la deuxième fois que vous animez un webinaire pour la CCI. Nous sommes ravis. Aujourd'hui, le thème, le titre de ce webinaire, c'est « Développer sa sphère d'influence avec LinkedIn », bien évidemment. Je vous rappelle un petit peu les règles du jeu, le fonctionnement. Nous avons 45 minutes à passer ensemble. Si vous êtes nombreux, si vous avez beaucoup de questions, on pourra déborder un petit peu sur ce format. Vous êtes très nombreux, vous l'avez compris. Je vais tenter de me faire le relais de vos questions auprès de Pierre Bon. À 250 personnes, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Je vous rappelle aussi que le support de présentation vous sera envoyé par email. Il y a un petit lien là que je vais vous partager directement. Vous pourrez télécharger le support de Pierre Bon et le webinaire est enregistré. Il sera disponible sur notre chaîne YouTube dès demain matin, ce soir ou demain matin. Voilà, Pierre, je vous laisse la main, c'est à vous.
Merci Charlène. Vous avez déjà dit beaucoup de choses sur mon introduction. Juste pour reprendre un point important, c'est que ce webinaire, en fait, c'est le deuxième volet d'une série de trois, hein. Le premier volet était la semaine dernière et le sujet, c'était créer sa marque professionnelle sur LinkedIn. Donc, c'était en fait en deux parties. La première partie, c'était de vous expliquer les grandes lignes sur comment faire du business avec LinkedIn. Et puis la deuxième, était vraiment focalisé sur les 4 clés de la marque professionnelle. Alors, cette semaine, comme la semaine dernière, vous pourrez télécharger le support de présentation. Je vous ai mis une adresse à l'écran, donc vous pouvez faire une copie d'écran si vous le souhaitez, mais je crois que Charlène vient de l'annoncer, Ouais, elle va également le relayer dans le chat. c'est bon. Merci. Donc, vous pourrez télécharger la présentation. Je vous demande juste de me laisser jusqu'à demain matin parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer la page. Mais promis, demain matin, ça sera prêt et ça sera prêt à être téléchargé. Aujourd'hui, on va se parler donc du deuxième volet qui est de développer sa sphère d'influence. Une fois que vous avez mis en place au travers de votre profil et au travers de votre audience utile, ce que j'ai appelé la semaine dernière l'audience utile, c'est l'ensemble des personnes que vous connaissez réellement dans la vie physique et qui peuvent être utiles à votre business. Une fois que vous avez mis tout ça en place, ce qu'il faut faire, c'est commencer à développer sa sphère d'influence. Alors, la sphère d'influence, eh bien, c'est aller chercher des contacts bien au-delà de votre sphère utile, c'est-à-dire de votre audience utile, c'est-à-dire bien au-delà des gens que vous connaissez déjà dans la vie réelle. Et oui, puisque l'idée, c'est d'aller développer votre business, trouver et identifier des prospects, voire même directement des clients. Si vous les connaissiez déjà, vous n'auriez pas besoin de LinkedIn. Donc, comment les trouver sur LinkedIn? C'est ce dont on va se parler aujourd'hui. Alors, avant de commencer, je vais juste vous poser une première question. Je crois que Charlène, pardon, vous avez préparé un petit sondage. L'idée, c'est de savoir qui était au webinaire de la semaine dernière pour savoir sur quel point je peux m'appuyer pour développer mon propos. On va se donner une petite minute, un peu moins peut-être. Je vois en live en fait si Ouais. les gens répondent. On a beaucoup de nouveaux participants aussi. Ah, Ouais. Alors, il reste encore 5. Vous êtes 70% à avoir répondu. On voulait simplement cliquer, hein, ne pas me répondre dans le chat, s'il vous plaît. Simplement cliquer sur la présentation. Ok, je pense qu'on peut fermer. C'est vraiment moite-moite. Hein. ok. Donc, il y a quelques petites notions sur lesquelles je vais devoir revenir, mais j'irai assez rapidement. Je pense que de toute façon, je vous remettrai sur la page de téléchargement de la présentation d'aujourd'hui, je vous remettrai le lien pour télécharger la présentation de la semaine dernière et également un lien vers l'extrait YouTube, l'enregistrement YouTube de la CCI. Ça peut être une bonne idée. Ok, on commence tout de suite par se parler de la sphère d'influence. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 4 grands principes pour développer votre sphère d'influence à partir de LinkedIn. Le premier principe, et il est fondamental, c'est de connaître sa cible. On va se parler de persona, alors je ne vais pas développer parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est quelque chose qui est vraiment incontournable. La deuxième clé, ça va être de savoir trouver les gens qui vous intéressent, hein, c'est-à-dire les gens qui correspondent à votre cible, savoir les trouver sur LinkedIn. Enfin, une fois que vous les avez trouvés sur LinkedIn, il va falloir établir le contact et enfin commencer à participer. C'est les 4 principes dont on va discuter aujourd'hui. Premier principe, définir sa cible. Alors, je viens de le dire, on parle beaucoup de persona. Il y a beaucoup de présentations dans lesquelles il est question de persona, pas simplement sur LinkedIn, sur le développement commercial en général. Un persona, c'est quoi? Un persona, c'est la représentation fictive de votre client idéal. C'est si vous aviez un client à chercher, quelles seraient ses grandes caractéristiques? Alors, pourquoi faire cet exercice, notamment sur LinkedIn? Eh bien, tout simplement parce que cet exercice va vous permettre de gagner du temps en évitant de chercher une aiguille dans une botte de foin. Il y a à peu près 500 millions d'utilisateurs de LinkedIn. Il y en a 17 millions en France. Donc, vous imaginez que si vous cherchez quelqu'un dans cette population,
sans avoir ni sa photo, ni son nom, ni rien, bah, finalement, vous aurez beaucoup de difficultés à le trouver. Donc, pour identifier votre cible, il y a 4 questions fondamentales à vous poser. La première, c'est quelles sont les caractéristiques de votre client idéal. Quand je parle de caractéristiques, je parle aussi bien de caractéristiques démographiques, géographiques, que de caractéristiques en termes de fonction dans l'entreprise, en termes d'aspiration et de problématiques. En fait, définir les grandes caractéristiques de votre client idéal va vous permettre d'identifier les critères de recherche que vous allez utiliser sur LinkedIn et dont on va se parler juste après. La deuxième question à vous poser, c'est à quelle problématique votre persona, c'est-à-dire votre client idéal, est-il confronté? Et par rapport à ça, l'idée de cet exercice, c'est d'arriver à identifier les thématiques qui vont intéresser votre persona, votre client idéal. En fait, on va stigmatiser un client et commencer à comprendre comment et de quoi on doit lui parler pour l'intéresser. J'ai évoqué ce point-là la semaine dernière. Dans l'utilisation de LinkedIn, que ce soit dans une optique de business, mais ça peut être également le cas dans d'autres optiques, hein, pour le recrutement ou pour la recherche d'emploi. Dans l'utilisation de LinkedIn, dans une optique de commerce, il est fondamental de définir préalablement une stratégie de contenu, c'est-à-dire de savoir sur quel sujet, ou plus exactement sur quelle thématique, vous allez orienter votre prise de parole. La troisième question, c'est, il est là question du cycle d'achat. Alors le cycle d'achat, on l'a vu la semaine dernière. Je vous invite à aller revoir ce point-là. C'est au tout début de la présentation de la semaine dernière, donc vous le trouverez facilement sur la vidéo disponible sur YouTube. Le cycle d'achat, c'est en fait l'ensemble des petites actions qui vont amener à l'acte d'achat. Je prenais pour exemple la semaine dernière l'exemple de l'achat d'une paire de chaussures. C'est en fait toutes les petites actions que vous avez réalisées et dont vous n'avez pas forcément conscience, mais qui vont vous amener à pousser la porte d'un magasin en particulier pour acheter une paire de chaussures en particulier, ou d'aller sur un site internet, un site marchand en particulier, plus que sur un autre. Le savoir où votre client idéal se situe de cette décision d'achat, c'est extrêmement important parce que vous n'allez pas prendre la parole sur les mêmes sujets selon que votre client est en phase de découverte ou déjà en phase de décision. Donc, dès les critères de recherche, vous allez devoir définir si vous voulez créer le besoin chez quelqu'un, si vous voulez plutôt faire basculer son intention d'achat ou juste travailler sur sa considération. On a eu un drôle de signal, Charlène. C'est bon, c'est moi qui cherchais le lien sur la chaîne YouTube et ça s'est ouvert directement. C'est pas grave. D'accord. Donc, je continue. L'étape dans laquelle votre client idéal se situe dans son cycle d'achat est un point extrêmement important à déterminer pour savoir identifier les sujets, les bons sujets sur lesquels lui adresser. Pour rappel, vous avez la thématique globale, hein, par exemple LinkedIn, comme par hasard. Et cette thématique, vous allez la décliner en sujets. Les sujets, on en parlera la semaine prochaine dans le troisième volet. Mais en fait, un sujet par rapport à une thématique, c'est la thématique déclinée sous 3 questions qui sont pourquoi vous avez ce besoin, comment le traiter et avec quoi répondre à vos attentes. Le dernier point pour définir sa cible, c'est se poser la question de savoir si votre cible, finalement, a le pouvoir de décision d'achat. Vous allez pouvoir, en fait, on est dans une démarche de prospection douce hein, sur un réseau comme LinkedIn. On n'est pas dans une démarche de prospection très violente. Et du coup, vous allez pouvoir activer différents leviers en vous adressant à différentes personnes. Quand je parle de pouvoir de décision d'achat, c'est finalement la personne que vous allez rechercher. C'est l'utilisateur du produit, c'est l'acheteur du produit, ou c'est la personne qui décide d'acheter le produit. Je vous donne un exemple. Vous êtes commercial dans l'automobile et votre cible,
c'est, enfin votre cœur de business, c'est vendre des flottes de véhicules de fonction aux entreprises. La question à vous poser si vous cherchez à développer votre business en utilisant LinkedIn, c'est finalement qui vous allez devoir contacter sur LinkedIn? Est-ce que vous allez rechercher des commerciaux qui sont les utilisateurs de la voiture de fonction? Est-ce que vous allez devoir identifier des responsables de services généraux qui sont plutôt les gens qui définissent, enfin, qui passent l'acte de vente, l'acte d'achat? Est-ce que vous allez devoir identifier des RH? Est-ce que puisque c'est les personnes qui, elles, définissent en général des politiques, de véhicules, ou est-ce que c'est directement le PDG de l'entreprise ou le grand patron de l'entreprise qui, lui, a la décision d'achat? Ça, c'est des questions à se poser tout de suite parce que finalement, ça va déterminer les personnes que vous allez devoir chercher sur LinkedIn, mais au-delà de ça, ça va déterminer tous les appels à l'action que vous allez passer. On s'en reparlera également la semaine prochaine. Et surtout, ça va vous permettre de définir les bonnes demandes. Encore un exemple, si vous êtes face à quelqu'un qui est l'utilisateur de votre produit et non pas l'acheteur, finalement, vous n'allez pas lui demander la même chose au travers de votre relation que si vous adressiez directement à l'acheteur. L'acheteur, vous allez lui demander à un moment ou à un autre, on verra quand plus tard, mais à un moment ou à un autre, vous allez lui demander un rendez-vous, alors que à l'utilisateur, vous allez lui demander plutôt à qui s'adresser dans le cadre de votre société. Voilà. Si ces 4 questions fondamentales pour la recherche sur LinkedIn sont claires pour vous, je vous propose de passer tout de suite au slide suivant. Alors, c'est juste un petit exemple. Dans la pratique, votre persona, moi, je vous conseille de le poser sur papier, alors sans que ça soit hyper détaillé. On n'est pas non plus dans une démarche de stratégie commerciale très approfondie. Mais ce qui est important, c'est au moins de connaître les informations démographiques, quels sont ses enjeux, quelles seront ses attentes vis-à-vis du produit ou service que vous proposez, et puis enfin, les mots-clés et les requêtes qu'il utilise pour se renseigner. L'idée, c'est de trouver le bon ton et les bons mots pour s'adresser à lui. Une fois qu'on s'est parlé du persona et que vous l'avez posé sur le papier, les personnes que vous avez définies et qui correspondent à votre client idéal, il va falloir aller les chercher sur LinkedIn. Et, alors, quand je parle de les chercher, c'est bien entendu les identifier sur LinkedIn, puisque aujourd'hui, vous avez par exemple un profil type, mais vous n'avez pas mis un nom ou une entreprise en face de ce profil type. Alors, par rapport à ça, il existe 3 modes de recherche sur LinkedIn. Le premier mode, le plus simple, c'est directement que je bascule sur LinkedIn. Est-ce que vous voyez ma page LinkedIn? Logiquement, oui. C'est tout bon. Alors, la première façon de chercher des personnes sur LinkedIn, c'est tout simplement la barre de recherche. Voilà, c'est ce qui se situe à côté, en haut à gauche, directement à la droite du logo LinkedIn qui est en bleu. Et cette barre de recherche, elle va vous permettre d'utiliser, de chercher des entreprises, de chercher des personnes. C'est surtout ces personnes-là qui nous intéressent. C'est surtout la notion de personne qui nous intéresse par rapport à des termes qui sont des termes de recherche. Donc, si vous avez défini, par exemple, dans votre persona, que ce qui vous intéresse pour vendre vos voitures, vos flottes d'entreprises, c'est d'aller contacter des responsables des ressources humaines, par exemple des DRH, d'accord, sur la région de Lyon, vous allez taper DRH directement dans cette barre de recherche. Donc là, on choisit personne. Okay, et vous voyez que les résultats qui s'affichent sont des résultats qui n'impliquent que des DRH. Okay, donc ça, c'est le premier point, c'est le point le plus basique. Maintenant, le problème, c'est que moi, finalement, je cherche pas des DRH partout dans le monde ou partout en France. Je cherche, par exemple, des DRH à Lyon ou en région lyonnaise. Donc, pour pouvoir affiner ma recherche, il existe ce qu'on appelle des opérateurs booléens. Alors, les opérateurs booléens, c'est des termes, je vais vous les donner, et il en existe 3. Le premier terme, c'est AND.
A-N-D, et en anglais. Et il faut le taper en majuscule. Ce terme, en fait, cet opérateur booléen, il va vous permettre d'assembler des recherches. Par exemple, là, je vais chercher des DRH, Inde, des directeurs commerciaux. Donc, je vais taper DRH, Inde, directeurs commerciaux. Je tape directeur commercial, ça sera plus simple. Directeur commercial. Et donc, là, la liste que LinkedIn va me proposer en réponse de ma recherche, ça va être à la fois des directeurs commerciaux et à la fois des DRH. Maintenant, il existe un deuxième opérateur booléen qui est OR, OR, donc ou en anglais. Même principe, hein, on va le taper en majuscule. Donc là, je vais par exemple taper voilà, DRH, Paris, Or, Lyon. Et donc là, les résultats de recherche vont m'afficher des DRH en région parisienne ou en région de Lyon. Si je veux encore affiner ma recherche et que, par exemple, moi, ce que je veux, c'est uniquement, enfin, je veux des DRH partout en France, mais à l'exception d'une ville, c'est Paris. J'ai pas envie d'aller à Paris. Je vais pouvoir utiliser la même fonction en tapant DRH, mais en utilisant un troisième opérateur booléen qui s'appelle le NOT, donc nom en anglais, hein, N-O-T, que je vais taper en majuscule là encore, NOT Paris. Et là, à ce moment-là, je vais avoir l'ensemble des DRH en France, à l'exception de tous les DRH qui se situent à Paris. Alors là, je vous les ai montrés indépendamment, et bien entendu, vous pouvez les mixer. C'est un peu dans l'esprit d'une formule dans un tableur Excel. Vous pouvez emboîter vos critères de recherche pour pouvoir obtenir la recherche, en tout cas la liste de personnes la plus proche de vos critères de recherche. Maintenant, ce qui est intéressant, et ça sera le troisième mode de recherche, et je vous conseille vraiment de le faire, c'est que une fois que vous avez défini vos critères, que vous avez par exemple tapé une recherche directeur commercial. Pierre, est-ce qu'il faut mixer, quand on mixe les critères, est-ce qu'il faut mettre des parenthèses, nous demande Marie. Non, pas du tout. Si vous voyez à mon écran, vous tapez le premier mot-clé, donc là en l'occurrence c'est directeur commercial, vous tapez enchaîner l'opérateur booléen, donc là j'utilise le OR, hein, OR. Donc je vais taper et vous les tapez directement dans la barre de recherche. Il n'y a pas besoin de parenthèse, il n'y a pas besoin de créer une formule, c'est beaucoup plus simple que ça. Je utilisais la référence à la formule Excel simplement dans la logique de vous pouvez emboîter les opérateurs booléens, c'est tout. Donc là, je vais taper directeur commercial or directeur marketing. Voilà, donc je vais avoir en résultat de recherche les directeurs commerciaux et les directeurs ou les directeurs marketing. Si j'avais tapé directeur commercial Inde, directeur marketing, je n'aurais eu que les gens qui sont à la fois directeur commercial et marketing. D'accord, vous comprenez la subtilité. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est OK, j'ai fait ma démarche, j'ai tapé mon opérateur booléen dans la barre de recherche, mais je ne vais pas faire ça à chaque fois que j'utilise LinkedIn. Alors, le premier point, c'est que je peux encore affiner ma recherche en allant chercher à droite. Là, vous voyez sur la droite de la fenêtre, vous avez une fonction qui s'appelle tous les filtres. Donc, j'ai créé une recherche et je vais aller ajouter des filtres en utilisant cette fonction tous les filtres. Et donc là, LinkedIn va me permettre directement d'affiner ma recherche en me proposant un ensemble de filtres. Alors, l'idée, c'est pas d'aller chercher, le premier filtre, c'est les relations. Donc, vous n'avez pas besoin des relations de premier niveau, puisque les relations de premier niveau, c'est des gens avec qui vous êtes déjà en contact. Donc, ceux-là, on va les enlever, puisqu'on les a déjà identifiés. On va sélectionner que les relations de deuxième et troisième niveau. Pour référence à l'explication, deuxième niveau, c'est les contacts de vos contacts. Et troisième niveau et plus, c'est les contacts des contacts de vos contacts. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Toujours est-il qu'une fois que vous avez défini ce niveau de relation, vous allez pouvoir affiner votre recherche en allant jusqu'à chercher par des noms d'entreprises, sur des postes, sur des langues, des pays,
sur des secteurs d'activité par rapport au cursus scolaire, donc par exemple de grandes écoles des personnes, etc., etc. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de définir une requête type hein, en vous basant sur vos personas, de commencer les premiers éléments de recherche en utilisant la barre de recherche, d'affiner par le biais des filtres qui sont présents ici et d'appuyer sur appliquer. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir une recherche, en tout cas une liste de résultats qui correspondent à vos recherches. Vous n'allez pas pouvoir, vous voyez que là, moi j'ai 2 960 000 résultats qui correspondent à ce que je viens de rentrer comme recherche. Donc, forcément, je ne vais pas pouvoir les créer, les traiter tout de suite. Et vous avez la possibilité, c'est ça qui est intéressant, de créer une alerte de recherche. C'est-à-dire que les paramètres de recherche que vous venez de créer, vous allez pouvoir les enregistrer de telle façon à ce que LinkedIn, chaque semaine, vous soumette une liste de profils, une liste de personnes, hein, c'est-à-dire une liste de prospects qui correspondent aux critères que vous venez de définir. Pour ça, c'est assez simple. Sur la droite, donc, vous avez ce bouton « Créer une alerte de recherche ». Vous cliquez dessus, vous dites, vous faites enregistrer et LinkedIn va enregistrer une recherche dans votre profil. La recherche, en l'occurrence ici, elle s'appelle directeur commercial hors directeur marketing. Et toutes les semaines, il va vous envoyer par email un ensemble de personnes qui correspondent à ces critères-là. Alors, toutes les semaines, la liste sera actualisée en fonction de l'activité des personnes, en fonction des nouveaux arrivants sur le réseau ou des interactions que vous avez pu avoir avec telle ou telle autre personne. Voilà. Donc ça, c'était… oui, Marlène. Charlotte, pardon. J'ai Léo qui fait les recherches en même temps que vous, Pierre. Dans la barre Ouais. recherche en haut, là, il me dit comment se fait-il que je n'ai pas les mêmes résultats de recherche en tapant les mêmes requêtes que Pierre Bon? Alors, où se situe-t-il? Où est-ce qu'il habite? C'était un… Ah, d'accord. Ça va dépendre du lieu du lieu Alors, ça va d'implantation. dépendre de plusieurs choses. Ça va déjà dépendre de la, du lieu dans lequel vous êtes référencé sur LinkedIn, c'est-à-dire qu'au moment où vous avez créé votre profil, vous avez défini une zone, d'accord, qui est par exemple, la région lyonnaise, et LinkedIn, dont l'intérêt est de vous apporter les résultats les plus précis, va par défaut se baser sur les critères qui sont les plus susceptibles de vous intéresser. Et donc, en l'occurrence, la région, enfin, le lieu que vous avez défini. Et le deuxième point, c'est qu'on n'a pas les mêmes résultats de recherche, tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes habitudes de recherche. Et LinkedIn intègre une part d'intelligence qui va lui permettre d'affiner les résultats qu'il vous propose en fonction de vos habitudes sur LinkedIn. Ok. Est-ce que vous pouvez nous remontrer, Pierre, c'est Isabelle qui nous demande repréciser comment faire apparaître les filtres, juste la manip. Oui, tout à fait. Une fois que vous avez fait une première recherche, d'accord? Alors, hop. Une fois que vous avez fait une première recherche, excusez-moi, mais… Donc, vous avez fait votre première recherche ici, soit en passant par la barre, voilà, par des critères booléens ou pas. En tout cas, vous avez tapé quelque chose dans la barre de recherche. Vous avez votre première liste de résultats. Et là, juste en dessous du premier niveau de menu, vous avez personne, relation, lieu, entreprise actuelle, tous les filtres. Et c'est cette fonction tous les filtres qu'il faut utiliser pour affiner votre recherche. Ok. Je complète simplement parce que tout le monde me pose la question dans le chat, enfin beaucoup de personnes. Ce sont des fonctionnalités dans le compte LinkedIn gratuites. Pas besoin d'avoir un abonnement premium. Tout ce que je vous raconte là, l'intégralité de ce que je vous raconte se fait avec un compte gratuit. Et pour preuve, vous le voyez d'ailleurs, c'est affiché sur la droite. J'ai arrêté mon compte payant il y a à peu près 3 mois pour m'assurer que c'était toujours le cas. Et vous voyez que donc sur la droite de mon profil, réactivé gratuitement. Donc je suis bien, la preuve que ça marche, c'est que je suis bien sur un compte gratuit actuellement, dans ce que je suis en train de vous montrer. Ok. OK? Allez, je reprends le cours de la présentation. Donc on en est sur cette phase, trouver les bonnes personnes. Donc vous montrer des slides, j'ai préféré vous montrer directement dans LinkedIn et vous retrouverez ce que je viens de vous dire sur les slides, notamment comment utiliser la recherche programmée. Il y a
une quatrième source en fait de personnes qui peut être intéressant, c'est les suggestions de l'algorithme. Plus vous allez faire de recherche sur LinkedIn, plus LinkedIn va en apprendre sur vos habitudes de recherche. Et donc lui-même va venir vous faire des suggestions. C'est-à-dire qu'il va vous proposer des gens qui sont susceptibles de vous intéresser et que vous n'avez pas forcément et qu'il n'a pas forcément trouvé dans vos listes de contacts, selon le principe que j'expliquais la semaine dernière ou autre. Donc cette liste, en fait, vous allez la trouver. Ben, c'est assez simple. C'est pour y accéder, il suffit d'aller sur votre profil. Alors, hop, vous cliquez sur réseau. Et vous voyez que donc là sur la page qui s'affiche, je vais juste cliquer sur réseau, j'ai des demandes en attente et puis ici j'ai toute une liste de personnes, toute une liste de profils que LinkedIn me propose spontanément. Et donc c'est pas des gens que j'ai été rechercher moi, c'est lui qui en fonction de mes habitudes et de mes recherches me propose un certain nombre de personnes avec qui prendre relation sur LinkedIn. Alors ça, c'est pas toujours hyper super pertinent, mais moi je vous invite quand même à le regarder au moins une fois par mois, parce que ça se réactualise en permanence. Et il y a toujours du bon dans la liste. Voilà. D'accord. On a des questions là avec le compte gratuit. Je suis bloquée si je fais Ouais. trop de recherches. Oui, Comment faire? vous êtes bloqué à 300 recherches. Tout à Ok. fait. Et la solution de contournement, c'est de passer en abonnement premium. La solution contournement, en effet, c'est de passer sur un abonnement premium, si ce n'est que prendre un premium uniquement pour ça, c'est dommage. Voilà. La même personne qui nous a posé cette question, la Magali, elle dit j'ai moins de 300 pourtant. C'est 300 recherches maximum par mois? Ouais, c'est par Ouais, mois, hein. ouais, c'est par mois et ça se réactualise, je crois, automatiquement au début de mois. Ok. Vous avez moins de 300 recherches. Alors attention parce que ça va très très vite. À chaque fois que vous cliquez sur entrée, ça comptabilise une recherche. Voilà. Ok. Alors, sur toutes les questions sur la pertinence, l'intérêt du compte premium, peut-être que vous en parlerez à la fin, Pierre? Oui, bah, je vous répondrai. On en a déjà un peu parlé la semaine dernière, mais en effet, si vous voulez, on reviendra sur le sujet à la fin. Ok, Ce très dont je vais bien. vous parler maintenant, c'est OK, on a vu les façons d'identifier des personnes, de trouver. En fait, la démarche est je me pose les bonnes questions pour aller chercher les bonnes personnes. Une fois que j'ai les critères de recherche, je les rentre dans LinkedIn et j'identifie des profils, donc des noms. En fait, je mets des noms sur les personnes qui correspondent à mes critères. Une fois que j'ai fait ça, en fait, vous avez juste des noms de personnes avec qui prendre contact. Alors, le gros intérêt, c'est que si vous avez bien fait l'exercice, ces personnes-là, elles sont pertinentes pour votre business. C'est des clients potentiels, des prescripteurs potentiels, ou en tout cas des gens qui peuvent, à un moment, être un vecteur de business. Maintenant, l'idée, c'est d'aller prendre contact. Alors, par rapport à ça, il y a différentes écoles. Finalement, il y a deux grandes écoles. Il y a ceux qui vont vous dire oui, il faut prendre contact, et puis oui, il faut personnaliser la demande de prise de contact, et ceux qui vont dire non, ça sert à rien, on est dans un univers digital. Finalement, j'appuie sur se connecter et puis les gens répondent s'ils ont envie de répondre ou pas. Alors, j'ai une question à vous poser, et là encore, Charlotte va envoyer un petit questionnaire. Qui parmi vous personnalise ces demandes de contact, ces demandes de mise en relation? On va se donner Alors, quelques secondes. Pierre, pour ceux qui n'arrivent pas à cliquer, soit vous êtes en plein écran, il faut sortir du mode plein écran, soit le contraire. Mais normalement, vous devriez y arriver. Pendant ce temps, pendant que les gens répondent, j'ai Saïda qui nous dit il y avait 4 opérateurs booléens annoncés par Pierre. Elle a Non, AND. pardon, 3. Voilà, 3, hein, c'est ce qui me semblait. Je ne trouvais pas le Ouais, 4. ouais, il y en a 3. C'est and, or, not. Ok. Impossible de cliquer, Véronique. Soit sortez du plein écran, soit mettez-vous en plein écran. Normalement, vous devriez y arriver. Parce que là, les gens y arrivent. Ok. Charlène, est-ce qu'on a un nombre de participants au sondage significatif? Oui, 80% répondu. Et on Oui, est bon, on va vraiment. peut-être. On peut fermer.
Donc, c'est quoi la réponse? Quel est le pourcentage de gens qui Partage avec vous les personnalisent résultats. Ah, pardon. Regardez, vraiment moitié-moitié. Donc, on est moitié-moitié. Donc, ça reflète bien les deux grandes écoles dont je vous parlais précédemment. Et vous allez voir qu'en fait, moi, je suis plutôt d'une troisième école qui va dire ça dépend. Avant de vous expliquer ça, je vais vous donner une petite subtilité. Prendre contact, ce qu'on appelle prendre contact sur LinkedIn, hein, c'est tout simplement identifier une personne. Donc, je vais prendre la première personne que LinkedIn me propose. Voilà. Et vous avez ici le bouton se connecter. Si je clique sur le bouton se connecter, LinkedIn me demande si je veux, donc me propose de personnaliser en fait ma demande de contact. Donc là, je peux écrire un petit message. Sur la version ordinateur, il me suffit juste d'écrire mon message ici et cliquer sur envoyer et l'invitation est partie. Si je fais cette petite parenthèse, c'est que attention parce que c'est pas la même chose, sur ordinateur portable. Donc là, logiquement, pardon, sur mobile. Sur l'application mobile, c'est un petit peu différent. Donc je vous ai connecté mon écran de mobile sur l'application. Là, logiquement, vous le voyez. Oui, Ouais. Allez, je prends la première personne que je trouve. Alors mon mobile est un petit peu long. Il est même très long. Ok, je vais faire autrement. Alors, ok, j'ai un problème de connexion sur mobile, ça va pas marcher. C'est pas grave. Juste, je voulais faire cette parenthèse avec le mobile pour vous expliquer quelque chose. En fait, si vous le faites sur un ordinateur, vous pouvez personnaliser la demande de prise de contact au moment où vous tapez le message. Par contre, si vous le faites à partir de l'application mobile, il faut personnaliser votre demande votre invitation avant d'appuyer sur se connecter. Et pour faire ça, il vous suffit d'utiliser les trois petits points qui sont en dessous de la photo de la personne, donc à droite du bouton se connecter, et d'aller choisir l'option personnaliser l'invitation. En faisant ça, vous allez avoir exactement la même logique que ce que vous avez sur ordinateur, mais vous allez pouvoir, voilà, vous allez pouvoir vous personnaliser. Si vous êtes sur l'application mobile et que vous appuyez sur se connecter, l'invitation par défaut part toute seule, avant même que vous puissiez la personnaliser. C'est sur ce point que je voulais retenir votre attention. Ceci étant posé, donc je vous disais, il y a deux grandes écoles. L'école des gens qui vous disent oui, il faut systématiquement, dans la vraie vie, hein, on commence par se présenter, donc il faut systématiquement personnaliser sa demande de mise en relation. Il y a ceux qui vous disent non, ça sert à rien, on est dans un univers digital, les gens ont l'habitude, ils refusent s'ils n'ont pas envie d'accepter, mais en général, ils acceptent. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que mon école, c'est que ça dépend. Ça dépend de deux choses. Si la personne vous connaît de plus que de nom, hein, ou de plus ou moins loin, puisque vous fréquentez les mêmes domaines, les mêmes lieux professionnels, les mêmes sphères d'activité, etc. En tout cas, si la personne a moyen de rattacher votre nom à ce que vous faites, ça ne sert à rien de personnaliser. Ne perdez pas votre temps. Si vous avez rencontré, par exemple, une personne la veille dans un networking, voilà, vous demandez simplement de se connecter, la personne peut vous resituer, c'est très bien. Par contre, si vous ne connaissez la personne ni d'Ève ni d'Adam, comme c'est le cas dans une démarche de recherche de nouveaux clients ou de leads, de prospects, etc., ce dont on est en train de parler, là, en effet, il faut personnaliser votre demande d'invitation. Et pour personnaliser sa demande d'invitation, il y a un grand principe qui est celui de contextualiser. Contextualiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer un contexte où vous ne vous mettez pas en situation de demandeur, mais où plutôt vous essayez d'inverser la situation. Ça consiste finalement à créer un contexte qui est favorable à la demande. Ce qu'il faut absolument éviter, et je vous ai mis un exemple, c'est deux choses. C'est de se tromper de cible, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, et c'est d'aller trop vite. Alors, se tromper de cible. L'exemple que je vous ai mis ici, c'est un de mes concurrents.
qui m'envoie un message en me disant qu'il vend ce que je vends et que si ça m'intéresse, ça serait bien que je l'appelle. Et là, il y a deux erreurs. La première, c'est que non, je ne suis pas intéressé par ses services parce qu'on vend les mêmes. D'accord? Donc, ça veut dire que cette personne-là, finalement, est dans une démarche qui est une démarche très quantitative dans son approche de LinkedIn et n'a même pas pris le soin de regarder mon profil avant de me demander en contact. Et ça, c'est rédhibitoire. Et le deuxième point, c'est que cette personne-là, elle est très intrusive dans sa demande, puisqu'elle m'envoie un message en me disant est-ce qu'on peut échanger par téléphone? Mais on se connaît ni d'Ève ni d'Adam. C'est un peu comme si, alors je vais prendre un exemple. Si vous avez vu le thème du troisième webinaire, on parle de friend zone, et je vais déjà introduire la notion. Si vous faites de la prospection froide, c'est-à-dire que si au moment où vous demandez la personne en relation, vous commencez à essayer de lui vendre un truc, c'est un peu comme si, vous savez, vous étiez en sixième et puis vous demandez à toutes les filles de la classe, est-ce que tu veux sortir avec moi? Eh ben non, parce que avant ça, il faut mettre en place une démarche de séduction. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est brûlez pas les étapes. Sur LinkedIn, il faut y aller étape par étape. Et si vous n'enclenchez pas le jeu de séduction dès le départ, en essayant d'aller directement à la conclusion, finalement, vous allez vous prendre des râteaux pour parler un peu crûment. Voilà. Alors, pour contextualiser et se mettre dans un contexte favorable, il y a trois méthodes. La première méthode, c'est ce que j'appelle la drague au culot. Alors, la drague au culot, elle est très simple. Vous savez que LinkedIn vous propose, par défaut, des profils qui sont susceptibles de vous intéresser. Donc, la drague au culot, ça consiste à inventer un prétexte, quelque part, en disant à la personne, écoute, c'est LinkedIn, c'est pas moi, c'est LinkedIn qui m'a proposé ton profil. Et en effet, en le regardant, je m'aperçois qu'on a beaucoup de points communs et que ce que tu publies, ça m'intéresse, etc., etc. Donc, ça serait pas mal qu'on soit en relation. Ça, c'est la première démarche. C'est un, je trouve un prétexte. Deux, je témoigne de l'attention à la personne. Et trois, je suis dans une démarche de valorisation. Ça m'intéresse ce que tu racontes. Donc, la probabilité que la personne vous réponde oui reste, somme toute, relativement forte. La deuxième méthode, c'est ce que j'appelle l'interaction préliminaire. L'interaction préliminaire, elle se déroule en trois étapes. En fait, le principe, c'est d'aller identifier, c'est d'aller attirer l'attention de la personne avant même de lui demander ou de lui envoyer une demande d'invitation. Alors, comment ça se fait? Je vous montre rapidement. Je vais prendre un profil au hasard sur LinkedIn. Voilà, j'en ai un ici. Et vous voyez que alors c'est pas forcément la bonne personne. Excusez-moi, je vais prendre quelqu'un d'un peu plus actif. Euh, Ok. Donc, je vais prendre un profil, le premier qu'on propose, qui est ici. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est je vais aller chercher l'activité de cette personne sur LinkedIn. Donc, je suis sur son profil, je descends un petit peu et il y a un bloc dans son profil qui s'appelle Activité. C'est le bloc qui est présent ici, d'accord, qui vous donne son nombre d'abonnés, mais qui vous qui vous offre la possibilité d'aller voir l'ensemble de son activité. Donc, si je clique sur Tout voir, je vais avoir son activité, donc toutes les actions, tout ce qu'il a fait sur LinkedIn ces derniers temps, et je vais le voir rangé en différentes rubriques. Alors, toute l'activité, là, c'est l'ensemble de ce qu'il a fait, les articles qu'il a pu publier et les posts qu'il a envoyés sur LinkedIn. Alors là, je vais aller sur Post, d'accord, et je m'aperçois que cette personne-là, elle a partagé plein de trucs ces derniers temps, des articles. En fait, elle a eu une prise de parole, qui est une prise de parole active. Essayer d'établir le contact par de l'interaction préliminaire, c'est simplement, dans son activité, aller repérer quelque chose qui vous interpelle et qui puisse être mis en relation avec votre
vos propres produits et services. En général, si vous avez bien ciblé la personne et que c'est un client potentiel, forcément, il y a quelque chose que vous allez pouvoir lui raconter sur ce qu'il est en train de publier. Donc, ce que je vais faire, c'est je prends un de ces derniers posts, je vais aller commenter son post. Donc là, l'idée, c'est pas non plus de lui dire ce que tu racontes, c'est nul et complètement débile. C'est plutôt d'aller le brosser dans le sens du poil en lui disant je suis totalement d'accord, etc. Après, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez aussi avoir une critique constructive. Mais l'idée, c'est vraiment d'alimenter la conversation sur ce que cette personne a publié. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez le faire, les gens, déjà cette personne, c'est ce qui nous intéresse, va voir que vous avez publié un commentaire sur son propre post. Et donc forcément, déjà, elle sait que, par exemple, Pierre Bon a publié un commentaire sur son profil. Et donc forcément, la personne commence déjà à aller voir qui je suis, pourquoi ce que j'ai commenté, etc. Donc, ce qui, moi, me crée un prétexte, c'est-à-dire créer un contexte, en tout cas, favorable à la demande de mise en relation, puisque la personne sait déjà m'identifier. Et donc, une fois que j'ai attiré son attention, juste après avoir fait mon commentaire, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la demande de mise en relation et je vais expliquer à ces personnes que, comme je lui ai dit dans son commentaire, dans le commentaire sur sa publication, je trouvais son article extrêmement intéressant, que je trouverais pertinent qu'on puisse continuer à échanger et que par conséquent, je souhaiterais qu'on soit mis en relation. Et donc là, je suis dans un contexte où finalement, je ne suis pas un inconnu qui vient frapper à sa porte, je suis plutôt quelqu'un qui s'est intéressé à ce qu'il a raconté. Donc, je suis déjà dans la fameuse démarche de séduction que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc, je suis quelqu'un qui s'intéresse à ce qu'il dit et ce qu'il est, et donc qui lui demande d'être mis en relation. La probabilité que la personne vous dise oui, elle est pas très loin des 100%. Maintenant, je vais vous donner la dernière méthode pour créer un contexte favorable à l'acceptation de votre mise en relation. C'est ce que j'appelle le coup de Trafalgar. Alors, c'est pas ce qui est marqué à l'écran, c'est pas bien, c'est pas l'intimement correct. C'est pas vrai que c'est pas bien, c'est quelque chose de tout à fait respectable. Maintenant, ça joue sur un des travers des gens. Et ce travers, c'est la curiosité. Je vous explique. Vous avez essayé toutes les méthodes que je viens de vous expliquer et vous ne trouvez pas de contexte. En fait, vous ne trouvez pas de prétexte pour rentrer en contact avec la personne. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez visiter le profil de cette personne. Et là, j'ai une question à vous poser. Alors, on n'a pas prévu de petits pourcentages, enfin de sondage avec ça, mais je vais quand même vous la poser. C'est de se dire, finalement, quelqu'un vient voir votre profil. Qu'est-ce que vous faites? Dans 90% des cas, vous allez visiter le profil de la personne. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez voir que cette personne est passée sur le profil, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Et si c'était un client, oh là là, j'ai peut-être une touche, etc., etc., etc. Donc forcément, vous allez aller voir qui est cette personne et vous allez essayer de deviner ce qu'elle pouvait bien venir faire sur votre profil. Et là, en fait, c'est le côté magique du truc, c'est que vous avez complètement inversé la situation. Donc, vous allez aller visiter le profil de cette personne. En retour, la personne va venir visiter votre profil et vous avez un prétexte qui est un prétexte tout trouvé pour être mis en relation. Tout simplement, vous allez la remercier, vous allez lui envoyer une demande d'invitation en lui disant, écoutez, je vous remercie de l'intérêt que vous avez accordé à mon profil. Est-ce que ça vous intéresse de rejoindre mon réseau? Le taux de transformation, il est proche des 100%. Voilà, il est même, je peux même quasiment vous garantir à 100%. Alors ça, c'est intéressant parce que ça marche à tous les coups. Et en plus, il y a un moyen pour l'industrialiser. C'est-à-dire qu'il y a un moyen, il y a des gens qui vous proposent des solutions qui sont des petits logiciels pour aller visiter en automatique des centaines et des centaines de profils par jour sur la base des critères de recherche que vous avez définis dans votre recherche. Je vous mets en garde contre ça. LinkedIn le repère tout de suite et a horreur de ça. Il y a beaucoup de profils qui se font former, beaucoup de profils qui utilisent ce genre de méthode, qui sont fermés par LinkedIn. Là, pour le coup, c'est vraiment pas quelque chose à faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de le faire à la mano. Ok, ça prend un peu plus de temps, mais en tout cas, vous êtes dans une démarche qui est, quoi qu'il advienne, beaucoup plus qualitative.
Le dernier point, et j'en aurais fini avec ça. Alors, Charlotte, je sais, j'ai un peu dépassé le temps qui m'était imparti encore une fois, mais vous savez que je suis bavard. Le dernier point, c'est une fois que vous avez fait tout ça, donc vous avez identifié les personnes qui vous intéressent, vous avez défini les critères. Les critères, vous les avez rentrés dans LinkedIn. Vous avez automatisé votre recherche pour que LinkedIn, toutes les semaines, vous envoie des profils de suspects ou de prospects potentiels. D'accord? Et vous avez commencé à rentrer en contact avec les personnes. Donc, votre sphère d'influence, finalement, le nombre de personnes avec qui vous êtes en contact et qui sont directement en relation avec votre business va commencer à croître. Et là, il va falloir commencer à participer. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas vous contenter d'être passif. Il va falloir créer la définition d'un réseau social, hein, qui soit professionnel ou pas, et même qui soit virtuel ou physique. C'est un ensemble de personnes qui ont des intérêts communs et des interactions régulières. Et le fait de participer, c'est ce qui va commencer à créer des interactions régulières et donc à créer du lien social avec les personnes avec qui vous êtes en relation. Commencer à participer, on l'abordera enfin participer de façon très active et prendre la parole, on l'abordera dans le 3e webinaire qui s'appelle Sortez de la friend zone ou évitez de vous faire piéger dans la friend zone. Mais ici, je vous ai quand même préparé un petit lexique des premières interactions, du premier niveau de participation, c'est ce qu'on appelle les interactions, que vous pouvez créer sur LinkedIn. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous likez quelque chose, du point de vue de la personne que vous likez ou du point de vue de son réseau, c'est-à-dire les gens qui vont voir que, de votre réseau, pardon, les gens qui vont voir que vous avez liké telle ou telle publication, ça n'a pas du tout la même signification. Donc il y a 3 grandes actions, 3 grandes interactions de base, hein, qui sont le j'aime, le commentaire et le partage. Un j'aime, quand vous likez quelque chose, ce que vous dites à la personne que vous avez liké, donc à l'auteur du post, c'est tu as toute mon attention. Ça ne veut pas forcément dire que vous aimez ou pas ce qu'il a écrit. Ça veut simplement dire que ce qu'il a écrit, le fait qu'il soit actif sur LinkedIn, a retenu votre attention. Deuxième point, et que du coup, vous lui envoyez un signal qui dit bah, ok, je suis là et tu as mon attention. Pour votre réseau qui voit que vous avez liké ça, ça a aussi un signal fort qui est de dire je suis actif sur LinkedIn. Je ne me contente pas d'avoir un profil, je suis actif. Et dans la recherche de personnes, de prospects potentiels, c'est important de voir si ces personnes like ou like pas. Si vos contacts sont actifs, ne sont pas actifs. Tout simplement parce que les gens qui sont actifs, qui ne sont pas actifs, ne perdez pas de temps à essayer de développer. Ils ne vous répondront pas, ils ne feront jamais de business avec eux sur LinkedIn. Donc, autant concentrer vos efforts sur les personnes qui sont actives. Le deuxième point, c'est les commentaires. Quand vous commentez quelque chose, quand vous commentez un article ou un post, que vous envoyez comme signal à l'auteur du post, c'est « tu m'intéresses et moi aussi, je réfléchis sur le sujet que tu évoques ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, en commentant un article, vous vous positionnez sur une thématique. Vous continuez à développer votre positionnement d'expert. Je suis capable de m'exprimer sur ce sujet. Donc concrètement, s'il y a un de vos concurrents, par exemple, ou en tout cas un de vos anciens collègues, je ne sais pas, qui s'exprime sur un sujet et que vous le commentez, vous dites à cette personne-là, ok, je partage ou pas ton point de vue, mais en tout cas, ce que vous envoyez comme signal au-delà de cette simple personne, mais à votre propre réseau, c'est j'ai une expertise sur ce sujet. Donc, si vous recherchez un expert sur ce sujet, vous pouvez me contacter. Troisième niveau d'interaction, c'est le partage. Quand vous partagez, vous repartagez l'article de quelqu'un, et j'en profite pour remercier tous ceux qui ont partagé mon post de la semaine dernière par rapport au webinaire. En fait, ce que vous envoyez comme signal à la personne, c'est merci, c'est drôlement intéressant ce que tu racontes là-dedans. Par contre, le signal que vous envoyez à votre réseau, il est beaucoup plus fort. Il consiste à dire, mesdames, messieurs, membres de mon réseau, je viens de voir un article qui, en tant qu'expert, m'interpelle et sollicite votre attention. Et donc, là encore, vous êtes en train de travailler sur votre positionnement en tant qu'expert. Ça, c'est les trois principales interactions à utiliser. Mais au-delà, LinkedIn, il y a 1 an peut-être maintenant, a créé des nouvelles choses. Donc, on a toujours le j'aime, mais à côté du j'aime, vous avez le bravo, le j'adore, l'instructif, le curieux. Alors,
ça a autant de portée en termes d'interaction, puisque je vous expliquais qu'une interaction sur un post, ça augmente aussi la diffusion du post. Et ça a à peu près la valeur d'un like. Voilà, c'est simplement une façon de préciser un petit peu plus votre intention lorsque vous likez. Ceci étant dit, si vous avez fait tout ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire que si vous avez développé en fait votre sphère d'influence, vous êtes sur un terreau favorable à développer du business, mais ça fait que commencer. Si vous arrêtez là, vous allez vous embourber dans ce que j'ai déjà évoqué. Et ce que j'appelle la friend zone. La friend zone, c'est quoi? C'est au final, vous allez vous faire des amis sur LinkedIn, des gens avec qui vous êtes en contact. Mais ce que vous cherchez, vous, c'est pas des amis, c'est beaucoup plus des clients et des relations professionnelles. Et donc, c'est précisément le sujet qu'on abordera la semaine prochaine, je crois, Charlène. Super, super conclusion. Merci beaucoup, Pierre. On prend encore 5 petites minutes. Vous êtes encore tous présents en ligne. Alors, j'essaie de trier un petit peu. J'ai Michel qui me demande, qui insiste, si Pierre pouvait dire 2 mots sur l'import de sa boîte contact via Outlook. Il n'y arrive pas. Est-ce que vous pouvez peut-être juste faire voir la manip? Vous savez, quand vous êtes dans le compte. Ouais. Tac. Est-ce qu'on peut classer nos contacts dans LinkedIn avec un compte gratuit? Non. Non, il y a une solution. Il y a une solution. Je l'évoquais tout à l'heure et je n'ai pas voulu vous la donner. Vous savez, quand je vous disais, il existe des logiciels pour aller visiter des profils en grand volume. Il y a un logiciel qui s'appelle DuckSoup. En fait, c'est un plugin que si vous utilisez Google Chrome comme navigateur, vous pouvez directement aller l'installer sur Google Chrome. C'est un petit plugin. Le problème de ce truc-là, c'est que s'il est mal utilisé, vous allez vous faire choper par la patrouille, donc par LinkedIn. Et si vous l'utilisez en fait pour visiter des profils de façon automatique, vous allez très vite avoir des soucis avec LinkedIn. Par contre, il a une fonctionnalité qui est extrêmement intéressante, c'est qu'il va s'afficher en fait directement. Vous voyez là, je suis sur mon profil et sur la droite, il y a une zone grise. Et bien, DuckSoup, en fait, dans cette zone grise, quand vous allez être sur un profil, il va vous afficher un certain nombre de personnes. En fait, vous allez pouvoir créer une espèce de mini CRM dans LinkedIn. Et donc, classer vos contacts. Ok. Voilà. Maintenant, attention, j'attire bien votre attention. Vous redonnez le nom du logiciel? DuckSoup. DuxSoup. Mais j'insiste, attention, n'utilisez pas pour aller visiter les profils en automatique. Vous allez vous faire choper très très vite. Voilà. Donc, juste la question, c'était importer mes contacts depuis Outlook. Il suffit d'aller sur réseau. Vous avez donc on arrive sur cette page, en bas, en dessous de votre photo, vous avez continuer ou plus d'options. Faites plus d'options. Et là, vous avez la possibilité de choisir Outlook. Vous voyez cette petite icône qui est ici. Si je clique sur Outlook, il va aller chercher mes contacts dans Outlook. Voilà. Au même titre que si je clique sur Gmail, il ira dans Gmail, dans mon compte Yahoo, mon compte AOL. Ou si je fais télécharger un fichier, si par exemple j'ai un fichier Excel avec tous mes contacts, il suffit qu'il y ait le nom, le prénom et l'adresse email. Si vous avez un numéro de téléphone en plus dedans, c'est topissime. C'est ce que j'évoquais la semaine dernière. Vous l'enregistrez, donc ce fichier Excel, vous l'enregistrez au format .csv et vous allez le télécharger directement là, via cette petite fonction, pour que LinkedIn fasse le travail tout seul. C'est-à-dire qu'il va prendre les gens qui sont dans le fichier et il va voir s'ils ont un compte LinkedIn. S'ils ont un compte LinkedIn, il va leur envoyer une invitation de votre part, voilà, à rejoindre votre réseau. Ça peut être super intéressant. Par exemple, si vous avez une base client et que vous voulez contacter vos clients sur LinkedIn, vous exportez votre base client en .csv et vous la téléchargez directement dans ce projet. Je reviens quand même. Outlook, c'est exactement la même manipulation. Simplement, au lieu de cliquer sur la petite flèche, vous cliquez sur Outlook ici. Voilà. Ok. Je vais venir sur le compte. Oui. Je vais quand même vous répondre sur le compte premium.
D'accord? Parce que Oui, c'est une voilà. question qui a été posée tout à l'heure. Le compte premium, qu'on soit bien clair, hein, je n'ai pas d'action LinkedIn. Je ne suis pas là pour vendre des comptes premium. Ça a un gros intérêt, un compte premium, à partir du moment où vous êtes dans une vraie démarche de social selling, hein, de vente à partir des réseaux sociaux. Le premier intérêt, alors attention parce qu'il existe plusieurs types de comptes premium. Là, on se parle de compte premium à destination de business, donc on va parler de Sales Navigator. Sales Navigator, il va vous permettre plein de choses. Il va vous permettre déjà de faire sauter des limitations du compte gratuit. Par exemple, sur un compte gratuit, vous ne voyez que les 3 ou 4 dernières personnes qui ont visité votre profil. Sur un compte payant, en fait, vous pouvez remonter sur tout l'historique. D'accord? Ça, c'est un exemple. On évoquait tout à l'heure les 300 recherches maximum avec un compte gratuit. Avec un compte payant, vous êtes pas limité. Je vous montrais des filtres de recherche. En fait, dans Sales Navigator, puisque Sales Navigator, en fait, c'est encore un truc qui vient sur LinkedIn, mais à un moment, vous avez un univers qui est vraiment l'univers de Sales Navigator. Sales Navigator va vous permettre non seulement d'identifier en fait, d'avoir accès à plus de critères de recherche, de filtres de recherche, hein, que j'ai évoqué tout à l'heure. Et puis, Sales Navigator va vous permettre également de gérer toute la partie CRM, c'est-à-dire gérer toute la partie contact. C'est-à-dire, vous allez pouvoir, par exemple, isoler des personnes à suivre pour ne visualiser que leur fil d'actualité, que ce qu'ils publient. Vous allez pouvoir voir leur activité, voir les interactions. Vous allez pouvoir créer des groupes en fonction de ce que la personne a fait. Est-ce que c'est un prospect, est-ce que c'est un suspect, est-ce que c'est un client, etc. Voilà, vous allez, faut pas oublier, hein, LinkedIn, ça appartient à Microsoft, et donc cette notion de CRM, c'est une notion qui est au travers de Sales Navigator et de plus en plus pertinente. Maintenant, je vous mets en garde contre un truc. Moi, j'ai beaucoup de clients qui arrivent dans mes sections de coaching en me disant ouais, mais est-ce qu'il faut que je prenne je vais prendre un compte, Sales Navigator, un compte problème. Ok, faites-le si vous voulez, mais attention, un compte premium, ça vaut dans les 690 € hors taxe, je crois, par an. Par an, hein. Donc chaque année, il va falloir le payer. Et ça ne fera pas le travail à votre place. C'est-à-dire que si vous n'avez pas préalablement acquis des fondamentaux qui sont en partie ce que je vous explique au travers de ces différents webinaires, finalement, ce n'est pas le fait d'avoir un compte premium qui va vous attirer du business. Tout ce que ça vous attirera, c'est le petit patch doré sur votre profil. C'est tout. Voilà. Donc, la vraie question du compte premium, c'est je suis arrivé aux limites, je commence vraiment à toucher les limites du compte gratuit. Est-ce que j'ai intérêt à passer à un compte premium? Oui, ça veut dire que vous avez tout le savoir-faire. Je ne sais même pas de quoi on parle quand on parle de limite du compte gratuit. Là, je pense qu'il y a d'autres questions à se poser et vous pouvez m'appeler. Voilà. Ok. Peut-on envoyer une demande à un premium sans être soi-même premium? Demande Tout à Isabelle. fait. Tout à fait. Ok. À moins que la personne, il y a une possibilité, hein, c'est vous qui réglez les paramètres. Si la personne a choisi de refuser de ne pas afficher la demande de mise en relation, vous savez, le connecter, il y a des profils qui n'ont pas le bouton connecter. Ça veut dire que la personne, dans ses réglages de profil, a enlevé cette opportunité. Mais c'est quand même, somme toute, assez rare. Donc le fait que ce soit premium, pas premium, là, pour le coup, ça change pas grand-chose. Dans la démarche, le fait d'être premium va plus vous permettre d'envoyer ce qu'on appelle des emails, parce qu'avec un compte gratuit, vous ne pouvez pas en envoyer beaucoup, et notamment à très peu de personnes. Si vous n'êtes pas si vous êtes hors contact de premier niveau, vous ne pouvez pas envoyer des emails. Avec un compte premium, vous pouvez le faire en plus gros volume. Voilà. Ok. On va terminer parce que l'heure avance vraiment. Une dernière question peut-être de Xavier. Quels sont les meilleurs moments pour poster sur LinkedIn? Jour, heure? J'adore cette question. J'adore cette question parce qu'il n'y a pas de réponse. Il y a absolument aucune réponse. Alors, si, il y a des réponses. Vous pouvez aller sur, Internet et vous tapez la question. Et vous allez avoir des milliers de pages, hein. Il y a des milliers de réponses, hein. La vérité, c'est.
Alors, je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse, mais la vérité, c'est, en fait, la réponse est dans la question. Il n'y a pas de meilleur moment. Tout simplement parce que ça dépend de ce que vous publiez, ça dépend du réseau que vous avez. Est-ce que vous pouvez me dire à quel moment votre réseau est actif sur LinkedIn? Ben, je ne sais pas vous dire. Enfin, le mien, oui, parce que je commence à avoir quelques habitudes, mais le vôtre, je suis incapable de vous le dire. Donc tout ça, en fait, c'est à vous de le travailler. Ça fait partie de ce que j'évoquais juste avant sur les comptes premium. C'est des bases. C'est savoir identifier le bon moment pour publier. Mais il n'y a pas de règle, il n'y a pas une règle empirique. Ok. Ça serait sur Facebook, je vous répondrai autre chose. Hein. Ouais. Certains nous disent les mardis et les jeudis. Voilà, il y a quelques jours un peu plus populaires. Ouais. Si vous l'ont constaté, c'est que c'est vrai, mais pour leur réseau. Et Voilà. dans le même état d'esprit, est-ce qu'il y a une fréquence pour publier, pour que ce soit public? Alors ça c'est une vraie question à laquelle malheureusement il existe pas de réponse empirique et mathématique. Moi je dirais d'expérience, publier, il vaut mieux publier au moins 2-3 fois par semaine, au moins. Voilà, si vous êtes dans une vraie démarche de social selling, au moins 2-3 fois par semaine. Maintenant, si vous n'avez pas suffisamment de contenu pertinent, ben, publiez quand vous avez du contenu et quelque chose d'intéressant à dire. Ça sera vraiment ma recommandation. Le fait que vous avez reçu de nouveaux stagiaires, à moins que vous travailliez dans les ressources humaines, ça a somme toute très peu d'intérêt. Il ne faut pas oublier une chose, les internautes de façon générale, les socionautes en particulier, vont sur les réseaux sociaux ou Internet pour trouver des réponses, parce qu'ils ont des questions. Et donc, ce qu'il faut leur apporter au travers de vos publications, c'est des réponses. Et ces réponses, elles s'adressent à 3 questions qui sont pourquoi, comment, avec quoi. Voilà. Mais j'en parle la semaine prochaine de ça. Ok, parfait. Allez, Je pense qu'on va... voudrais juste, excusez-moi, hein, je voudrais juste profiter de l'occasion. Il y a beaucoup de questions, j'imagine, qui n'ont pas été posées ou que les gens ne J'essaie peuvent de pas. répondre un petit peu dans le chat. Je vous mets le lien à tous pour Ouais. revoir le webinaire de la semaine dernière et tous les autres. Ce que je vous propose, je vais créer un groupe WhatsApp. Enfin, il existe déjà, mais si vous voulez qu'on communique, poser vos questions, échanger peut-être même avec d'autres utilisateurs, il suffit de rentrer en contact avec moi sur WhatsApp et je vous mettrai dans le groupe. Voilà. Ok, super idée, nous disent les gens dans le chat. Parfait. Très bien. Très bonne initiative, merci beaucoup. Allez, je reprends la main 2 petites minutes. Il est 14h38. Vous êtes encore 200 à suivre ce webinaire. C'est vraiment chouette. C'était très intéressant. Quel numéro, le WhatsApp nous demande Nathalie. Alors, moi, je peux vous le donner, j'ai pas de problème à donner mon numéro. Hein. C'est 07 70 64 62 56. 07 70 64 62 56. Allez, hop, je le partage à tous. Comme ça, vous allez avoir 200 demandes de contact. Super, merci, c'est partagé, très bien. Je reprends la main 2 petites minutes, encore 2 petites secondes d'attention, s'il vous plaît, simplement pour que vous puissiez prendre le temps de répondre au questionnaire d'évaluation. C'est super important pour nous, même si dans le chat, vous m'avez dit merci beaucoup, c'était super. C'est vraiment important de prendre le temps, de nous donner vos idées, vos suggestions, vos remarques. Nous sommes à l'écoute. Je partage à nouveau mon écran cette fois-ci pour vous montrer. Hop. Pour vous parler simplement des prochains webinaires et vous dire que je vous retrouve la semaine prochaine. J'attends que l'écran s'affiche. Ok, super. Je vous donne rendez-vous, je disais, la semaine prochaine, mardi, comme d'habitude, pour un prochain webinaire autour des loyers et des baux commerciaux. Et puis, on se retrouve
On se retrouve vendredi prochain avec Pierre Bon pour le 3e et dernier épisode que nous avons intitulé « Évitez de vous faire friendzoner sur LinkedIn ». Ça sera vraiment la suite logique de ce que l'on vient de se dire pendant 1h10 même. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Encore merci Pierre Bon. Et de rien, et puis, on va sûrement tous se retrouver sur WhatsApp pour échanger, se poser des questions, partager nos bonnes pratiques. Merci à tous. Au revoir et bon week-end. Au revoir.